je vous remercie donc, Dr Kouachi, et sans transition, je passe la parole donc à notre ami et collègue, docteur. Oui. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à féliciter la candidate pour la qualité du dossier d'habilitation. Je trouve ça une lourdeur beaucoup plus, donc c'est un dossier qui est vraiment consistant, digne de cette habilitation. Donc, bien sûr, sur les deux volets, le volet recherche et pédagogie, je commencerai par le volet pédagogique. Donc, la candidate a assuré au sein du département sciences alimentaires, département commun, donc beaucoup de modules. Elle a aussi regardé beaucoup d'étudiants. Je souligne aussi qu'elle a toujours choisi ses étudiants. On m'a choisi. Oui, non, Choisi ses étudiants, bien sûr dans le souci d'avoir, de faire un bon travail. Sinon, elle a aussi occupé un poste administratif. D'ailleurs, je crois que c'est la seule dans notre laboratoire qui a occupé un poste à part vous, là. Donc, c'était une chance. Donc, c'était à l'époque de M. Chipet, donc il faut lui rendre hommage. Sinon, je passe au volet recherche. Donc, là aussi, Mademoiselle Hachette a eu l'occasion elle a bénéficié d'une bourse AF, donc Proface. Donc, elle a travaillé avec une équipe assez très compétente, donc le résultat se voit dans ces travaux de recherche. Je dois souligner aussi qu'elle a obtenu donc deux diplômes de doctorat, donc un diplôme de doctorat en biologie, donc c'est un diplôme algérien, et un doctorat en chimie, qui est un diplôme français, donc je le félicite de ça. Dans le domaine de la recherche, comme vous l'avez dit, ça fait un travail très intéressant. D'ailleurs, ça fait pas longtemps qu'on a débattu donc le problème des tests de l'activité antioxydante en présence donc, de professeur Richard, donc, durant la soutenance de notre collègue Madame Bouchra. Donc, pour le DPPH, normalement, c'est une molécule hydrophobe. La molécule hydrophobe, donc, pour la rendre soluble dans le milieu gastrique, vous avez trouvé un moyen. Donc, vous avez mis une carte dans un milieu micellaire, donc avec l'agent tensioactif. En même temps, dans le milieu, vous avez mis un polysaccharide qui est la cyclodextrine. Donc, d'après mes petites connaissances, cette molécule peut aussi faire l'objet, c'est-à-dire elle peut même encapsuler ce DPPH. Est-ce qu'il peut pourquoi vous n'avez pas fait avec cette molécule? En plus, la cyclodextrine, c'est une molécule qui est utilisée dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est-à-dire pourquoi je ne l'ai pas fait? Oui, pourquoi vous n'avez pas encapsulé le DPPH dans la cyclodextrine au lieu de l'encapsuler dans l'agent tensioactif? Mais là, le but, c'est-à-dire, c'est de voir l'influence des composantes alimentaires dans le milieu. Si je l'encapsule, je le mets comme moyen d'encapsulation, je ne pourrais pas avoir l'effet. Moi, l'idée, c'est de voir, par exemple, vous prenez des sucres, vous prenez des protéines, et je veux voir mon pouvoir antioxydant dans le milieu gastrique. Donc, il a fallu trouver une alternative de solubiliser justement ce début. Il nous a pris une année pour le faire, pour avoir ce petit modèle. Donc, pour trouver les conditions optimales. Et après, à partir de là, de le solubiliser et de voir justement quelle est l'influence de ces macromolécules, à savoir les sucres, les protéines, etc. Mais quand on l'a ajouté, il y avait certains qui ont eu un effet, certains, ça dépend des polyphénols en fait. C'est pour ça que je vous ai dit l'interaction de la matrice alimentaire essentiellement et le milieu gastrique. C'est-à-dire justement de voir quelle est cette nutrition préventive, comment justement notre organisme va tirer profit de ces fameuses molécules. Aussi, il y a une chose qui m'intrigue un petit peu, c'est le pH du milieu gastrique. C'est réellement le pH du milieu gastrique qui peut arriver jusqu'à 4. D'ailleurs, le pH d'activité de la pepsine, qui est
pH gastrique, il est à 1,8. Donc, C'est ce que j'ai. oui, oui. Donc réellement, votre milieu modèle n'est pas vraiment... Bon, peut-être vous avez des... Non, c'est-à-dire là, pour le pH gastrique, justement, il peut y aller jusqu'à 1, c'est vrai. Jusqu'à 2, la limite. En fait. Le pH de la Ouais. toxine, il est de 1,8. Donc jusqu'à... Il peut y aller... Juste. Ouais. Si vous êtes un pH 1, Mhm. s'il peut, Ouais. je suis en train d'apprendre avec vous. D'accord. Si le pH de la pepsine est de 1,8, est-ce qu'à pH 1, la pepsine est fonctionnelle? Non. Et alors, donc, il ne peut pas aller jusqu'à 1. On ne peut pas être un pH 1. Vous avez dit 2. La limite, donc, c'est 2. donc là, c'est important de... La limite, Donc c'est 2. 1, vous ne pouvez pas. Hmm. Non, vous êtes en train de parler de 1,8, 2. Vous n'êtes pas à des précisions de pH à 0,0. Allez, on se met à 0,5 pour qu'on soit correct entre nous. Allez-y maintenant le début. Donc, Juste parce qu'il faut que je sois dans l'estomac. pour D'accord, pouvoir- ok. Donc juste pour justement le choix du pH 5, 4,5. 4-5, Voilà. c'est au fait, c'est juste, parce que j'ai dit, c'est après un repas. Voilà. Donc après un repas, c'est après 1 heure à 2 heures. Mais sinon, les interactions, elles ne sont pas aussi lentes que ça. Si vous prenez par exemple l'interaction en polyphénol avec un radical, elle est si brève. Donc c'est pour ça qu'on a pris le pH, c'est-à-dire entre 4 et 5. Comment dire, l'interaction elle est tellement brève qu'on ne peut pas y aller au-delà de 2 heures. Même 2 heures, c'est trop. Donc c'est pour ça le choix, c'est-à-dire du pH 5, c'est 1 heure à 2 heures. Après, c'est une estimation aussi. Hein. Justement. Voilà. Mais on ne peut pas. Non, c'est trop lent, genre de faire des études. Si vous me dites plutôt à 2, c'est après 6 heures. Donc il faut que j'attende mes manips 6 heures pour qu'il puisse. Si vous voulez mimer Non, le milieu... là, mais je l'ai bien précisé. J'ai dit 1 heure à 2 heures après le repas. Ça Le tombe très bien. séjour, Oui, pardon, le séjour du bol alimentaire, il peut aller de 2 jusqu'à 7 heures. Juste pour Ça dépend de la oui, consistance et de là, la composition. oui, je suis du bol d'accord. alimentaire. Et là, actuellement, elle me dit en perspective, oui. Dans l'équipe, actuellement, ils ont ramené un digesteur artificiel. Ils sont en train justement de mettre là le temps et de voir justement via les modèles qu'on a mis. Donc, et de voir justement l'interaction à des durées qui sont. C'est-à-dire pour aller, c'était un petit peu la question, je profite là, c'est la question que voulait poser Madame Nassler d'ailleurs. D'accord. Elle est obligée pour raison de maladie, très très malade aussi. Elle dit, voilà, entre le modèle simulé de l'estomac et la réalité, quel est le taux de rapprochement entre les deux? Tout en vous faisant rappeler qu'une fois, Olivier a fait un exposé d'un petit animal, là où l'analyse se fait directement à son estomac. C'est digestif. Alors, allez-y. Donc là, le taux de stimulation, donc via les modèles qui ont été mis en évidence au sein de l'équipe, elle est vraiment très intéressante. Donc là, les premiers résultats recueillis, ils sont, c'est-à-dire très satisfaisants. Donc il y avait d'autres aussi doctorants qui ont essayé de mettre, ils ont mis en évidence, ils ont mis au point complètement les bicouches, les émulsions. Donc chaque équipe elle avait, c'est-à-dire ses prérogatives. Donc, vous, c'était des monocouches. Voilà, c'était des micelles. Excusez-moi, en Voilà, monocouche. des monocouches. Mais il y avait des micelles aussi en double couche. Oui, la Donc ça, bicouche. c'est un autre modèle. Ouais, c'est un Très autre bien. modèle. Maintenant, par rapport au modèle que vous avez utilisé, par rapport au modèle réel, parce que si mes souvenirs sont bons, c'est ce qu'elle fait rappeler Madame Naxler, il y avait la chèvre ou la vache, je ne sais pas quel est le modèle, là où il regarde directement au niveau de l'estomac. Le prélèvement se fait directement au niveau de l'estomac. C'est du porc. Ou l'aide un porc, je ne me rappelle pas, c'était un porc. Mais c'était un modèle, ce qu'on appelle vivant. Vivant, oui. Quel est le degré de différence entre quand on modélise, donc l'estomac, et Là, quand on mesure là les directement? résultats, ils sont en cours. Ah, en cours. Ah oui, oui, ils sont en cours, les résultats. Mais les premiers, c'est-à-dire, moi je les ai pas, j'ai même pas eu l'occasion de les voir. D'après ce qui est, c'est-à-dire que d'après les derniers renseignements, il y a un rapprochement de certains modèles et d'autres non, Complètement complètement. différent. Voilà.
Donc ça dépend. C'est pas viable. Je reste toujours sur le milieu modèle, donc vous avez aussi ajouté la BSA et le cyclodextrine, donc c'est fourni, mais aussi les composés des aliments. Bon, pour la BSA, c'est une protéine donc qui peut être dégradée aussi. C'est-à-dire au milieu réel, gastrique, la BSA peut être dégradée par la pepsine, parce que la pepsine c'est une protéase. Est-ce que vous avez compris mon souci? Donc là aussi, réellement, vous n'avez pas mimé le milieu réel. Mais réellement, là, la séromalbumine bovine, c'est une protéine de transport. Oui, De transport. On trouve beaucoup plus donc, dans la circulation sanguine. Les interactions que justement cette équipe, elle a fait, c'est-à-dire je peux dire, elle a englobé toutes les interactions, c'est-à-dire le devenir justement de ces protéines, que ce soit dans le milieu gastrique, au niveau intestinal, parce que c'est leur thématique justement, ils ont pu suivre la stabilité justement de cette protéine. Et c'est-à-dire dans notre cas, à pH 5, il n'y avait pas aucun effet parce qu'on a vu l'effet, l'influence de la protéine en présence et en absence pour certains antioxydants. Qu'en est-il de l'interaction polyphénol-protéine? D'ailleurs, le test, le dosage des panins qu'on fait traditionnellement, pour doser les panins, on ajoute la BSA. Est-ce que vos polyphénols n'ont pas interagi avec la BSA? D'après, bon, c'est pas une chose que j'ai vérifiée, mais d'après les résultats, il n'y avait pas d'interaction parce qu'il y avait une faible influence. Il n'y avait pas d'influence du tout, surtout pour l'hydroxytyrosol. On dirait au contraire, la cinétique de transfert des atomes d'hydrogène dans le test de BPPH, elle a été augmentée complètement. Et comment Donc, vous expliquez ça? Comment expliquer peut-être les conditions qu'on a mimées aussi, il n'y a pas d'affinité, et c'est des, comment dire, c'est des phénols simples aussi. C'est pas... Parce que les tanins, quand on met en évidence, les tanins c'est des grosses molécules, contrairement, voilà, c'est des grosses chaînes qui peuvent interagir, donc elles ont plusieurs sites pour la liaison. Par contre, vous prenez un exemple, l'hydroxytyrosol, un phénol simple avec un groupement OH. Donc, dans l'huile d'olive, est-ce qu'il y a des tanins ou pas? Il y a des feuilles de l'olivier. Les tanins, pas à ma connaissance. Les acides phénoliques, l'européen essentiellement. Le polysaccharide, aussi la cyclodextrine. Bon, si on l'administre oralement, elle sera aussi hydrolysée par les amylases salivaires. Vous avez utilisé la bêta, n'est-ce pas? Donc, il fait, je crois, de 7 déglucoses. Donc, quand elle va arriver à l'estomac, elle sera complètement dégradée. Donc, la chance d'avoir un polysaccharide à 7 glucoses au niveau de l'estomac, elle est vraiment faible. Mais là, on essaye de mimer le bol déjà alimentaire dans le milieu gastrique. Soi-disant, s'il arrive, si les micro-constituants, ils arrivent dans le milieu gastrique. Si, ils arrivent. Déjà, pourquoi le choix du site? Parce qu'il y a une absorption au niveau intestinal, la circulation sanguine, on retrouve des polyphénols même pas d'ordre de 1 micromole. Uniquement, c'est le site de milieu gastrique au niveau de l'estomac qu'on trouve ces molécules sur leur forme native, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas reçu ni conjugaison, ni rien du tout. Voilà. C'est beaucoup plus par rapport à ça. Ok. Une dernière question. Oui. Toujours pour la cyclone, parce que je viens juste de découvrir cette molécule. Donc, pour cette molécule aussi, il est utilisé dans le domaine cosmétique pour protéger des molécules bioactives. Et parmi les molécules bioactives, on peut retrouver les polyphénols. Est-ce que cette molécule n'a pas interagi avec vos polyphénols aussi? Donc, d'un côté, la BSA peut interagir avec les polyphénols. Donc, vous avez dit que, puisque c'est des molécules simples... Moi, personnellement, j'ai fait même des tests à l'UV pour voir est-ce qu'il y a une interaction entre eux, mais il n'y avait pas d'affinité. En tout cas, les molécules individuelles. Après, si elles se retrouvent dans un mélange, dans un aliment, ça, on ne sait pas. C'est pour ça un digesteur artificiel reste à vérifier. Mais pour l'encapsulation,
encapsulation, ils sont en train même de travailler sur ça. Parce qu'il est utilisé dans l'agroalimentaire, d'ailleurs, les margarines, il est tout pour piéger le cholestérol. Il est utilisé même dans le traitement des eaux pour piéger les insecticides. Donc cette molécule, vraiment, je pense que c'est pas un polysaccharide de référence qu'il faut. C'est un exemple d'amidon. Justement, mais puisqu'il a d'autres actions. Il est utilisé, mais en plus, il n'est pas toxique, il est utilisé voilà, dans tous les domaines. Elle n'a aucun. Le choix, je vous dis honnêtement, le choix des molécules, déjà je suis pas arrivée, voilà. Déjà, pourquoi il y avait deux périodes, la période doctorale, je suis partie avec des extraits pour la caractérisation, etc. Et une fois arrivée sur le champ, c'était un changement radical, c'est apprendre à laisser. Voilà. Ah, pas bon? Oui, je ne regrette pas, honnêtement. Ah non, mais c'est vrai. Chanceux, c'est lui qui vient avec ses bagages et qui reste avec. Non, honnêtement, ça a été très difficile, je le dis honnêtement. Il y avait des moments de déprime complètement, ça c'est clair. Je me disais, passer 2 années, après, c'est-à-dire recommencer, mais heureusement, c'est-à-dire j'étais rassurée. Ils m'ont dit, vous nous faites confiance, je travaille, il n'y a aucun souci. C'était, voilà. Juste une dernière question sur le niveau de la diaphobène toujours. Est-ce que vous pouvez la... Oui, bien sûr. Parce que c'est tellement intéressant que... Non. Et puis, Donc, voilà. voilà. Ben, écoute, d'abord pour le phénomène d'agitation, je pense que si on augmente l'agitation, on peut gagner du temps. Parce que l'agitation, c'est un paramètre physique. Donc, si on... Oui, il faut l'optimiser. Non, parce que avoir vécu le phénomène lui-même, vu les vibrations qui sont émises par l'appareillage, d'ailleurs, je me suis dit, même des fois, je lui ai dit, parce que c'était, voilà, je lui ai dit à quoi ça sert, mais elle a dit, c'est juste une hélice juste, oui, en fait, Une tige, voilà, une tige cassée. voilà, L'agitation. elle est en hélice. Donc, du coup, on la met juste devant, parce que tellement les vibrations sont fortes, elle s'agite en elle-même. Voilà. Je lui ai posé même du temps, parce que faire de la manip avec ça, c'était pas vraiment... c'est-à-dire agréable, à chaque fois on est obligé de le placer. C'était un peu lourd. Non, c'est comme ça. Bon, vous avez rajouté donc des feuilles de la poudre Non, c'est pas de la poudre. Non, c'est pas de la poudre, c'est des feuilles. C'est des feuilles séchées, broyées à peine. D'accord, j'ai pas l'habitude. Et justement, J'ai ramené. parce que si c'est de la poudre, c'est pas Attends, voici les feuilles. Elles sont là. Ça, c'est un champignons. C'est la même chose. C'est la même matrice qu'on avait utilisée là et qu'on avait utilisée là. Oui, mais votre regret, quand vous dites, bon, vous m'excusez si j'interviens, sur le fait que vous dites, j'effectue un broyage. Au-delà de broyage, 150. est-ce que vous obtenez une poudre? Non. Ou bien c'est granuleux? Donc, c'est des feuilles qui ont cassé à peine. Encassé, parce qu'il y a aussi le paramètre granulométrique qui va intervenir. Oui, je sais. aussi là, peut-être qu'il faut optimiser aussi. Parce La que granulométrie, hein. l'extraction. Je n'ai pas tout dit au fait. Ça, je l'ai fait déjà l'étude de la Je gramme. pose la question. Oui, au fait, c'est des. Comment dire? C'est une étude que j'ai fait ici, au laboratoire. On a fait l'optimisation justement de l'enrichissement par les feuilles d'olivier via plusieurs huiles. Et les résultats que j'ai obtenus n'avaient pas vraiment d'influence. Donc, quand j'ai ramené ça, donc on a éliminé direct la granulométrie. Voilà, on l'avait éliminé à partir des résultats préliminaires obtenus ici. C'est-à-dire que la granulométrie aurait de l'importance si on faisait du séchage. Mais pour l'extraction. J'arrive. Si c'est pour, comment dire, les ultrasons c'est de la cavitation. C'est un principe qui fonctionne par la cavitation, c'est-à-dire que vous avez des petites boules qui font des températures de presque combien de degrés Celsius? 2700. 100. Bien sûr.
mais en laps de temps. Ouais, Donc vous fraction. imaginez plus la granulométrie, ce qui est correct dans les autres Et extractions. justement, il y a l'augmentation de la surface d'échange. Oui, ça c'est en extraction. Mais dans la cavitation, c'est complètement différent. Il faut avoir des surfaces là où la cavitation arrive. Voilà. D'accord. Pour l'éclater. Voilà. Donc, si c'était une poudre, on vous aurait... Non, c'est pas une C'est Il va y pas des avoir le poudres. problème d'homogénéisation. Non, de de formatage, l'homogénéisation. non, non. Voilà. Je n'ai pas voulu intervenir Pour ça. sur l'homogenéisation tout à l'heure. Je n'avais pas ce problème. Ok, donc je te remercie donc pour cet après-midi, pour ton exposé et pour le travail réalisé. Je te souhaite une très bonne continuation. Je réitère mes félicitations et je vous remets la parole, monsieur le modèle. Je vous remercie donc, docteur Goupèche. Et sans transition, la parole à notre ami et collègue, professeur Kibiash. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, justement, je cite et je remercie donc Mme Assad pour ce qui est donc l'éclaircissement donc de son exposé. Bon, c'est un parcours que j'estime très riche. Je ne vais pas donc en parler dans son volet pédagogique parce que vous êtes maître de conférence. Donc, je vais me limiter uniquement donc à ce que j'ai pu constater un petit peu dans le domaine que je maîtrise, parce que en fait, d'ailleurs je l'ai cherché, je ne l'ai pas vraiment trouvé tout à fait facilement. Donc le côté recherche, et c'est le volet, je pense, pour lequel nous sommes là, parce qu'en fait c'est l'habilitation, la maîtrise de la recherche, la maîtrise des problématiques, enfin tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est ça en réalité ce que donc nous devions normalement évaluer dans l'habilitation. Moi j'ai quelques constats, remarques, enfin beaucoup plus c'est des interrogations justement. Moi, parce que je m'intéresse beaucoup plus donc à la biologie, à l'in vivo, etc. J'ai quelques constats concernant le modèle simulé. Bon, d'abord, vous avez pris le radical libre qui est le DPPH. Bon, sachant que le DPPH est un radical trop lent, c'est-à-dire qui donne beaucoup de temps, enfin qui existe, il a un temps, donc une demi-vie assez allongée par rapport aux autres radicaux libres. Pensez-vous à ce que le DPPH peut vraiment nous renseigner sur la capacité de scavenging, disons, des polyphénols, c'est-à-dire avec lesquels donc on enrichit notre huile. Là, c'est par rapport à la qualité et les propriétés des radicaux libres. Nous avons des radicaux libres qui sont assez rapides. Enfin, assez rapide dans la mesure où leur demi-vie elle est très très réduite, tel que par exemple l'anion superoxyde ou encore l'hydroxyde. Est-ce que c'est un modèle qu'on peut généraliser? C'est le modèle de DPPH. Vu justement ses caractéristiques, est-ce qu'on peut le généraliser et avoir des renseignements, enfin ça peut nous renseigner sur, c'est-à-dire des données assez fixes, etc., par rapport à l'action donc, des politiques. Oui, certes, donc le choix du DPPH, du test antiradicalaire du DPPH, a été fait essentiellement, vu sa simplicité, la simplicité de la manip, et il est très pratique, et la plupart des études, c'est-à-dire même des publics, utilisent pour évaluer une activité antioxydante, il passe in vitro, il passe, mais c'est-à-dire qu'il serait mieux de les combiner à d'autres, bien sûr, tests. Mais essentiellement, ce choix, c'est par rapport à la simplicité, beaucoup plus de... C'est-à-dire que vous l'avez extrapolé, c'est-à-dire d'in vitro vers in vivo. Alors que le DPPH, déjà, il n'existe pas dans l'organisme. Le DPPH n'existe pas dans l'organisme. D'accord ?
c'est un produit chimique, donc extra. Allez-y. Non. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez extrapolé avec ce DPPH, avec ce radical qui a une demi-vie assez importante. Quand vous dites, c'est comme s'il existe, si je l'ai pris, c'est comme s'il existe dans l'organisme. Là, la plupart des activités biologiques, des activités antioxydantes des polyphénols, elles sont évaluées via plusieurs tests, le DPPH, le Trolox, l'amine superoxyde, etc. Oui, Mais là, c'est juste pour simuler le pouvoir antioxydant chez l'humain. Pourquoi je dis simuler? Parce que quand vous faites une réaction dans le solvant organique et vous faites une réaction au milieu aqueux, c'est pas d'ailleurs la preuve, c'est pas du tout les mêmes résultats. Là, on a trouvé nous que la cinétique, elle était beaucoup plus rapide dans l'eau, mais par contre, le nombre de moles réduit de DPPH, elle était inférieure à celle du solvant. Donc, si on dit que, par exemple, je prends le lauropéine, elle a une activité antioxydante de telle évaluée par le DPPH, mais qui était mis dans un solvant. Oui, bon, ce sont des conditions Voilà. qui sont abiologiques. Parce que l'objectif, c'est quoi finalement? Non, l'objectif de vos travaux, enfin, mis à part l'optimisation dans les méthodes d'extraction, la comparaison entre les méthodes classiques et même la modélisation des méthodes d'extraction. Mais je parle le côté propriété physico-chimique, parce qu'en fait, si on recherche ces propriétés physico-chimiques, c'est pour une utilité appliquée en biologie, éventuellement préventif, alimentaire, thérapeutique, etc. C'est ça l'objectif principal. Est-ce qu'on utilise le DPPH justement quand on veut chercher une prévention, ou là une thérapeutique, ou là encore un intérêt diététique? Mais dans la peroxydation, ce que j'ai mis, dans la peroxydation lipidique, on a pris des acides gras polyinsaturés, on a pris une protéine alimentaire et on a vu quel est l'effet. Oui, l'effet avec des PPH. Non, ça n'a rien à voir. La peroxydation lipidique, elle est complètement à part. Il y a deux tests dans la peroxydation. Là, on avait fait réduire la méthioglobine, la protéine immunique de la viande rouge, de voir justement est-ce que les polyphénols sont capables de réduire cette protéine. Par la suite, ce qu'on avait fait, on a pris de l'acide linoléique, on a enclenché la peroxydation lipidique et on a ajouté par la suite des polyphénols. Et de voir justement, une fois un acide gras polyinsaturé, il est oxydé, quel est justement l'effet du polyphénol? Oui, c'est l'effet l'effet écran. Voilà. C'est l'effet écran. Moi, à votre place, parce qu'en fait, c'est-à-dire extrapoler un petit peu un test antioxydant in vitro par le TPH, disons à in vivo, je pense que ça ne colle pas bien, d'accord? Et il faut plutôt envisager d'autres méthodes, c'est-à-dire telles que par exemple l'évaluation de l'anion superoxyde, par exemple. Bon, là, c'est in vivo, c'est un test. Donc, là, on essaie, réellement pas d'extrapoler le DPPH lui-même, mais on veut juste mimer un milieu aqueux. C'est-à-dire c'est différent, l'activité antioxydante quand elle passe d'un milieu à un autre. Parce que là, on trouve tous les polyphénols, ils ont un pouvoir antioxydant élevé. Tous les extraits de toutes les plantes. On fait passer, on trouve. Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire c'est les conditions mimées, je dis bien c'est mimé. C'est-à-dire ce qu'on vient de mettre, ce n'est qu'une partie du puzzle. Ce que je n'ai pas compris aussi, enfin, du moins parce qu'en fait, manque de renseignements aussi, parce qu'en fait, une étude doit être un petit peu intégrale. C'est quand on enrichit les huiles par des polyphénols. Est-ce que vous avez estimé, ou vous pouvez estimer, l'impact négatif justement des polyphénols déjà, enfin une teneur en polyphénol dans un aliment par rapport à l'organisme? Est-ce que c'est toujours bienvenu? C'est ça, parce qu'en fait, les polyphénols, ils peuvent être des pro-oxydants. Est-ce que vous avez, sur le plan diététique, justement, pour ne pas tomber un petit peu dans le syndrome de Sarah-Mtrobé, d'accord? Voilà. Est-ce que vous avez, plus ou moins évalué, enfin, vous avez fait tester un petit peu ces polyphénols, enfin, avec cet enrichissement? L'enrichissement, il a été réalisé beaucoup plus dans le but de réaliser un nouveau produit, d'allonger la durée de conservation, etc. Mais sinon, sur le côté
justement, concentration, non. On n'a pas, c'est-à-dire, on n'avait pas, même pas pensé à ça. Mais quand vous dites l'excès, oui, l'excès il favorise la pro-oxydation. Mais vu aussi là, on va plus parler de la biodisponibilité. Déjà, la quantité qu'on consomme des polyphénols, on ne retrouve même pas un micromole dans la circulation sanguine. Pourquoi l'intérêt d'ailleurs de ceci? Parce qu'on les trouve natifs dans le milieu gastrique. Mais ils subissent toute une conjugaison, une métabolisation, que ce soit par la flore intestinale, que ce soit dans le foie, etc. D'accord? Donc, du coup, c'est-à-dire l'apport réellement de ces polyphénols, en excès certainement, qu'il y aura un effet négatif, mais dans ce cas, non. On n'avait pas. C'est juste pour un petit peu ouvrir les yeux sur donc. C'est-à-dire le fait d'enrichir. Oui, le fait d'enrichir, il faut voir justement à quelle limite. À quelle limite. À quelle limite, ça c'est important. Et en plus, enfin, ce que je suppose, par exemple, la chélation des métaux, à savoir le fer notamment, ainsi la chélation aussi d'autres, certainement, molécules biologiques de grande importance fonctionnelle. Ça aussi, c'est un impact négatif. La chélation du fer, c'est vrai parce qu'en fait, l'objectif, c'est chélater le fer, ça veut dire c'est réduire donc le risque c'est-à-dire la teneur d'oxydant, bien la possibilité d'oxydation, etc. C'est-à-dire le taux d'oxydation, si vous voulez. C'est ça le but. Mais si on va chélater, disons, un pourcentage assez important du fer, donc on va avoir un effet antinutritionnel. Et là aussi, vous voyez un petit peu donc ce que je veux. Là, d'ailleurs, je l'ai même mis dans ma thèse, c'est-à-dire surtout le FEF3. Oui. Donc on peut avoir même une anémie via ça. Donc facilement, via une chélation. D'ailleurs, l'exemple de Dexantine, c'était de la caféine, etc. C'est un bon exemple. D'ailleurs, même comme le thé, si on le prend tellement c'est un bon chélatant, voilà. Donc du coup, il peut avoir un effet antinutritionnel. D'ailleurs, on déconseille les femmes enceintes de prendre le café, c'est à cause de ça, c'est parce que les xanthines sont des chélateurs donc du fer. D'où donc les anémies qu'on peut avoir. Bon, ça aussi, il faut ouvrir donc les yeux sur les impacts dans le cas de l'excessive teneur donc disons de ces polyphénols. Moi je veux poser une petite question. Moi je suis un doctorant, donc chez le professeur Madani, donc j'ai passé le concours, j'ai réussi et bon j'atterris donc chez le BBS. Voilà. 3BS, et je cherche justement un encadreur. Est-ce que vous pouvez justement me proposer une thématique, bien sûr avec une problématique justifiée, avec des objectifs, etc. Alors, c'est-à-dire dans les axes que vous avez déjà développés aussi. Déjà, qu'est-ce que vous proposez? Le premier axe déjà, c'est de voir justement les modèles avec des aliments réels. Là, parce qu'on a pris des polyphénols, ils sont tout seuls, c'est-à-dire il n'y a aucune interaction. Mais si je prends par exemple une purée, je prends le thé, je prends le café, je prends un jus de fruits. Donc c'est déjà d'appliquer le modèle gastrique mis au point à des aliments réels. Donc là, c'est un point. Dans l'enrichissement aussi, il y a plusieurs, c'est-à-dire... thématiques possibles. Oui, thématiques possibles. Là, parce que, pourquoi le lauropyine? Parce que le lauropyine, déjà, elle y est dans l'huile et elle y est dans les feuilles d'olivier. C'est-à-dire c'est une substance qui a des propriétés antioxydantes très importantes. Mais pourquoi on l'avait enrichi? On l'avait enrichi d'une fois de valoriser un coproduit, les feuilles d'olivier qui est naturellement abondant, et d'autre part, parce qu'au cours de la production de l'huile d'olive, c'est une molécule hydrosoluble, elle est éliminée par blanchiment lors de valoriser d'autres coproduits comme les margines, les grignots, c'est-à-dire extraire ces substances, on ne va pas les extraire, on va, c'est-à-dire les mettre en valeur au mieux serait aussi intéressant. Et honnêtement, j'ai beaucoup d'idées comme ça.
Il y a plusieurs, en fait, plusieurs portes, il y a beaucoup de choses à faire. Juste parce que tout à l'heure, justement, j'ai entendu dire la question est-ce que les feuilles d'olivier contiennent les tanins ou non. Rappelle-moi le nom. L'olias. L'olias. Oui, le bush, c'est-à-dire, bon, c'est un type donc d'olivier. Oui, oui. Et très riche en tanins. Très riche Les en tanins, Mongoliens bien qu'on européens. on l'utilise justement contre les ulcères gastriques. Donc ils ont un taux de chelation, enfin ils s'attachent beaucoup avec les protéines, donc des plaies, des ulcères, etc. Ouais. Il y a une bonne affinité, donc ça couvre les plaies, justement. Bon, je vous remercie. Je vous félicite aussi parce qu'en fait c'est un parcours très riche. Aussi, vous êtes sur plusieurs axes donc de recherche, tantôt donc sur l'optimisation des méthodes, sur les donc, propriétés physico-chimiques, et aussi certainement sans oublier donc les méthodes classiques conventionnelles. Donc vous êtes sur plusieurs donc, axes, certainement donc vous pouvez me proposer donc une thématique justement justifiée avec des objectifs. Et pas seulement une thématique, bon, plusieurs, parce que certainement vous aurez affaire à des projets de recherche. Vous aurez affaire minimum à 6 doctorants, d'après la réglementation. Oui, donc sur ce, je termine et donc je redonne donc la parole à M. le Président. Je vous remercie donc, Pierre. Je pense que je vais jouer mon rôle de membre du jury avant de clôturer en tant que président, mais surtout j'ai donné la parole tout à l'heure à toute la dimension silencieuse qui nous a écouté de débattre maintenant depuis une heure. Juste, vous avez dit qu'il y a un savoir culturel, traditionnel, qui est en train de partir, parce que selon votre enquête, je ne me rappelle plus du chiffre, mais ça dépasse les 60 à 70% des gens qui avaient un âge entre 60 et 60 ans. Et vous avez dit que tout ça, ça va partir. Si quelque chose ne va pas être fait, c'est ce que vous avez dit. Très bien. Qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que vous avez prévu, de telle façon que ce savoir ne va pas partir? Donc là... Là, ça intéresse beaucoup de gens derrière. Ah. On est tous oui. Donc c'est vrai, d'après l'enquête effectuée justement, le résultat qu'on avait trouvé comme quoi le savoir-faire justement de l'utilisation des matrices végétales était beaucoup plus chez les personnes âgées. Donc déjà, nous, c'est un pas d'avoir fait justement ce recensement. Là, j'ai fait que, un bref aperçu de ce travail, mais c'est un travail qui a duré une année. Bah oui, voilà. Donc, il y avait le recensement. Déjà, ça reste, de mémoire effectuée, donc ça reste une référence. Mais comment transcrire justement ce savoir oral, médicinal? Je pense qu'il faut beaucoup plus sensibiliser les jeunes vers la nature, voilà. C'est pas un atlas. Voilà. Voilà donc on a donné le mot-clé. Je vous invite à pouvoir donc encadrer, surtout à chercher les gens qui sont en train de préparer des diplômes de Mazir du côté de la Bouddha. Parce que transcrire, ce n'est pas seulement traduire, c'est de transcrire Mazir parce que les gens ils ont une connaissance identitaire, c'est-à-dire qu'ils connaissent le Wanis Mazir. Et il faut que ça soit traduit en français pour que l'on puisse trouver les états d'art, mais surtout construire des atlas de l'utilisation ethno-botanique selon les régions. Et Sourani, ça va marquer l'histoire
pas une connaissance de la production littéraire, je suis sûr que si on ramasse cette connaissance, ça va être une connaissance, ce qu'on appelle des produits du terroir, ou tout simplement de la flore et de la faune du terroir. C'est quelque chose de très très bien, parce que ça, c'est vraiment de la recherche utile, là où le plus grand consommateur, c'est tout d'abord le citoyen qui habite le territoire. Deuxième chose, il vous a posé la question tout à l'heure s'il avait réussi son concours de doctorat. Je vais vous reposer la question de la même manière. Si nous avons réussi ensemble notre concours de doctorat, quels vont être les sujets que vous allez nous donner? C'est la question que vous avez posée. Selon les thématiques que vous avez traitées. Ou selon les thématiques qui se traitent actuellement au laboratoire, qui peuvent se mettre à un niveau master, finalement vous les mettez jusqu'à maintenant, et que vous voulez faire promouvoir un niveau doctoral. Alors, dans les différentes thématiques, donc, déjà dans l'enrichissement, il y a beaucoup de choses à voir dans l'enrichissement, de choisir d'autres matrices. Alors, si vous voulez enrichir, quelles sont les matrices? Parce que ça va tous les intéresser. Traditionnellement, nos aïeux ou nos grands-parents, quand ils enrichissaient l'huile, ils l'enrichissaient avec quoi? Ah ben, alors, pardon, soit il y a de la pomme, il y a ronde, l'ail. Donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est comment prendre aussi cette connaissance qui va être dans la classe pour qu'elle monte à un niveau doctoral. Et là il y a des choses. Ouais. Parce que les illettrés d'hier, ils avaient un bon sens sur le territoire qui est extraordinaire. Et comment trouver de telle façon à traduire ce bon sens qui est là, qui est ancestral, en un bon sens scientifique et de connaissance. Je pense que là, vous êtes bien outillés et vous êtes dans un environnement d'électoralisme qui est bien outillé pour avoir des sujets de doctorat futurs. C'est tout ce que je voulais vous dire. Parce qu'honnêtement, l'exposé montre un parcours de quelqu'un qui s'est construit et qui a construit autour d'elle donc une dynamique de recherche au sein d'un laboratoire. Mais même quand on a écouté Olivier tout à l'heure, il a parlé du côté recherche, tout ce que vous avez, mais il a parlé aussi de vos qualités humaines. Je pense qu'il ne nous a rien appris, mais nous savons que nous avons fait ce qu'on appelle un transfert d'un vrai humain, d'une vraie électoraliste. Merci donc, mademoiselle Achat. Et sans transition, je vais me retourner vers vous. La parole est à vous, si vous avez des questions à poser. Des questions, non, mais on peut improviser. Bien sûr. Je peux vous assurer, si je me suis retourné comme ça, vous êtes le premier visé. Je suis le doyen de la télévision. C'est beaucoup plus une obligation qu'autre chose. Mais c'est pas facile d'improviser, d'autant plus qu'on a perdu des habitudes des shooters. Mais quand même, je vais dire deux mots. Le premier, c'est pour ma nièce, je vais la féliciter. Et je vais lui exprimer toute ma fierté. Le deuxième, évidemment, c'est pour les membres du jury, auxquels je vous demande d'être indulgents. Et c'est tout ce que j'ai à dire. Quelqu'un veut prendre la parole. Je pense que, si vous m'excusez, vous êtes quand même quelqu'un qui nous a marqué par votre amitié, mais vous êtes quelqu'un qui est connu dans le milieu de l'art et qui nous a donné une vie comme scientifique. Je fais de la politique. Et je vais quand même ajouter quelque chose. Donc certainement vous allez l'apprendre pendant la collation. Je vous remercie, on va se retirer pour délibérer.